Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un premier bilan culturel. On va parler cinéma, podcast, mais surtout musique. Et là, j'aimerais m'adresser en particulier aux gens qui pensent que le rock est mort et qu'il n'y a plus de bons groupes depuis les années 70-80. Le groupe que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est un groupe que j'aime beaucoup et qui, depuis quelques années, a réussi à prendre une place importante dans mon cœur. Il s'agit de Greta Van Fleet. Alors, c'est un groupe américain qui vient du Michigan. Il a la particularité d'être composé par trois frères, les frères Kiska, donc Josh qui est au chant, Jake à la guitare et Sam à la basse, et puis il y a aussi Danny Wagner qui est le batteur. Regardez comme ils sont beaux et fringants quand même. C'est un groupe qui s'est formé en 2012 et qui a 3 albums à leur actif et 2 EP. Alors, ce groupe, quand il a commencé à se faire connaître, il n'est toujours pas épargné par la critique parce qu'il a de grosses ressemblances avec Led Zeppelin. On les compare tout le temps à ce groupe et c'est normal, hein, c'est l'une de leurs références et ça se sent dans certains riffs et puis surtout la voix de Josh ressemble énormément à celle de Robert Plant. Même si, bon, au fur et à mesure de leur évolution, et surtout avec l'album dont je vais vous parler, je trouve que la comparaison avec les Zeppelin est quand même moins pertinente. Alors, certains puristes diront toujours que Greta Van Fleet n'est qu'une pâle copie de Led Zeppelin, qui n'invente rien d'intéressant. Moi, je trouve ça super dommage, en fait, d'avoir ce genre de discours, parce que, certes, il y a des ressemblances, hein, qui ne nient en aucun cas, puisque ça fait partie de leur influence, mais voilà, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on pourrait pas plutôt se réjouir en fait de pouvoir réentendre ce genre de son? Moi, je trouve ça super cool de voir de nouveaux groupes apparaître qui font ce type de musique et je pense qu'on devrait surtout se réjouir de voir des jeunes parce qu'ils ont même pas la trentaine quand même, faut le préciser, qui ont un talent fou et qui sont capables de nous proposer de super morceaux comme ça. Surtout que justement, si on aime les Zeppelin et qu'on est resté un peu coincé dans ces années-là, bah c'est génial en fait de pouvoir entendre de nouveaux morceaux qui font revivre cette période. On devrait plutôt être content à mon avis. Bref, j'ai découvert ce groupe il y a plusieurs années avec leur premier EP From the Fire, ce qui m'avait beaucoup plu. J'aime globalement tous leurs albums, hein. Leur dernier c'est Starcatcher qui est sorti en 2023 et est très bon aussi. Mais celui que je préfère pour l'instant, celui que je réécoute en ce moment et que j'aimerais vraiment vous recommander aujourd'hui, c'est The Battle at Garden's Gate qui est sorti en 2021 je crois. Je trouve que cet album marque vraiment le fait justement qu'ils aient trouvé leur propre style et qu'ils ont évolué. Je le trouve vraiment génial pour plein de raisons. Déjà parce que c'est rare que j'aime un album dans son entier. En général, il y a toujours quelques morceaux que j'aime moins. Et là, je dois dire que tous les morceaux s'écoutent vraiment bien, avec évidemment certains qui vont se démarquer du lot, que je vais vraiment prendre plaisir à réécouter. Je vais vous mettre en description les chansons que je préfère de cet album, mais aussi des morceaux des autres, pour que vous puissiez découvrir Greta Van Fleet si vous connaissez pas, parce que évidemment, je ne peux pas passer des morceaux dans la vidéo, à mon grand désespoir, donc voilà. J'arrive pas trop à me rendre compte de comment ils sont perçus en France, mais j'ai pas l'impression qu'ils sont encore trop connus, à part si vraiment on s'intéresse au rock. En tout cas, dans mon entourage, j'ai jamais croisé personne encore qui connaissait, donc voilà, je sais pas trop. En tout cas, cet album, à mon sens, se démarque vraiment des autres. Je trouve qu'il a une couleur particulière. Il est assez homogène, il a une ambiance et une atmosphère un peu de cathédrale, c'est bien fait. J'ai lu justement une interview du groupe qui expliquait que ils avaient vraiment voulu faire un album plus cinématographique en s'inspirant de musique de film. Notamment Jake, le guitariste, disait qu'il était fan de Hans Zimmer et en particulier de son travail sur The Dark Knight. Il a bon goût, monsieur, quand même. Et je trouve que ça se sent dans le côté plus orchestral de certains morceaux. Il y a plus de clavier et certains morceaux sont quand même plus sombres, un peu plus épiques. Comme le dernier de l'album, je crois que c'est The Weight of Dreams, qui est un bon exemple, je trouve, avec un solo incroyable. Apparemment, c'est un morceau, je crois, d'au moins 20 minutes, qu'ils ont un peu construit pendant leur concert et ils ont finalement décidé de garder juste 9 minutes pour l'enregistrement. Alors, l'album, il aborde plein de thématiques intéressantes. Il est un peu construit comme une histoire à connotation mythologique qui va parler des défis un peu face auxquels l'humanité doit faire face. Comme thème, il y a voilà, les conflits, les inégalités, la cupidité, mais il aborde aussi des thèmes comme l'espoir, la liberté. Il y a beaucoup de références bibliques aussi, mais aussi littéraires, comme celle à la Divine Comédie de Dante par exemple. Et alors, la voix de Josh sur certains morceaux, c'est incroyable, on savait déjà, mais là vraiment, quand même. Par exemple, l'une de mes chansons préférées, c'est Tears of Rain, et je vous invite vraiment, je vous mettrai le lien en description, à aller écouter la version live, parce que la prestation de Josh est vraiment impressionnante. Il arrive à monter dans des aigus vraiment impressionnants, et il redescend juste après, je sais même pas comment c'est humainement possible de faire ça.
Franchement, allez voir ça si vous êtes curieux. Perso, moi, ça me donne vraiment envie d'aller les voir sur scène. Je pense que ça doit quand même être quelque chose. Et je vous invite à écouter aussi ce morceau dans sa version qui n'est pas en live, hein, parce que c'est vraiment génial aussi. La puissance de sa voix décuple vraiment les émotions qu'on peut avoir en écoutant ce genre de morceau, quoi. Franchement, si vous ressentez rien en écoutant ça, je ne peux plus rien pour vous. Perso, ils font partie de mes groupes préférés, et je dis pas ça souvent parce que c'est un peu étrange, hein. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, mais moi j'ai un peu ma base d'artistes et de groupes que je me suis constituée surtout pendant mon adolescence en fait. Et c'est un peu comme un club fermé, quoi. C'est pas souvent que je rajoute des artistes à cette base, et je trouve ça vraiment cool de pouvoir enrichir ces références, donc je suis contente quand je tombe sur ce genre d'artiste. Bref, je vous invite à écouter l'album dans son entier parce que c'est vrai qu'avec toutes les applis de musique, je trouve qu'on écoute beaucoup moins quand même les albums dans l'ordre et dans leur entièreté, alors que c'est quand même comme ça qu'on peut vraiment se rendre compte de l'atmosphère d'une œuvre et de ce qu'ont voulu faire les artistes. Donc voilà, j'espère que si vous ne connaissiez pas, ça vous plaira. Et si c'est pas le cas, au moins vous aurez découvert un groupe. Ce mois-ci, j'ai aussi revu un film qui m'avait beaucoup marqué à sa sortie. C'est Nightcrawler, qui a été traduit par Nightcall en français. Allez savoir pourquoi. C'est un premier film réalisé par Dan Gilroy avec Jake Gyllenhaal, je ne sais jamais, dans le rôle principal. Avant toute chose, j'ai une question essentielle. Est-ce qu'on est d'accord que Jake, c'est l'incarnation humaine de Woody dans Toy Story? Parce que moi, à chaque fois que je le vois, ça me perturbe. C'est la même chose, non? Bon, bref. Ce film, je l'avais vu à sa sortie en 2014, je crois. C'était d'ailleurs la première fois que j'avais été au cinéma toute seule, il me semble, et j'avais adoré ça. J'ai revu ce film récemment et j'ai toujours trouvé aussi marquant. Alors, de quoi ça parle? L'histoire se passe à Los Angeles, où on va suivre le personnage de Lou Bloom, qui au départ galère un peu dans la vie, hein. Il commet des vols à ses heures perdues, et un soir, il va être confronté par hasard à un accident de la route. Et il va voir des caméramans filmer l'accident, et là, c'est la révélation. Il va avoir qu'une seule idée en tête, c'est faire des images pour la télévision, et pour ça, il va être prêt vraiment à tout. Donc, il décide de se brancher sur les fréquences de la police, pour être à chaque fois le premier en fait sur les lieux, dès qu'il se passe quelque chose dans la ville, et pouvoir vendre ces images exclusives aux chaînes de télé locales. Le problème, et c'est ce que questionne le film, c'est jusqu'où on va dans ce qu'on peut montrer. Quelles sont les limites à pas franchir et à quel moment on va tomber dans le voyeurisme en fait. Et c'est en ça que le film est intéressant. Moi je vous le recommande vraiment de le voir pour plusieurs raisons. Déjà pour le jeu d'acteur. La performance de Jake Gyllenhaal est vraiment exceptionnelle. Il est terrifiant. Son personnage est totalement dénué d'émotion en fait. C'est un vrai sociopathe. Il est toujours impassible. Il parle de façon assez mécanique. À chaque fois, on se demande jusqu'où il va aller. Il a pas de respect quoi. Pour rien. Il crée vraiment un malaise. Il fait froid dans le dos et alors il le joue extrêmement bien. Il y a beaucoup de thématiques très intéressantes qui sont bien traitées, comme la question de la décence et de la déontologie dans le journalisme. En fait, c'est une satire médiatique qui dénonce les méthodes de certaines chaînes de télé américaines qui sont plutôt là pour alimenter la société du spectacle en montrant des images chocs pour impressionner plutôt qu'informer. Ça montre aussi comment certains sont plus dans la course à l'audience, quitte à laisser tomber leur éthique et ne plus vraiment faire ce que devrait être leur métier, qui est transmettre des informations, entre autres. Les personnages illustrent bien ces problématiques-là, notamment le personnage de Nina, qui est une productrice d'une chaîne de télé en continu, et qui est prête à tout pour garder son travail, même si elle a quand même des aspects un peu plus humains. Contrairement à Lou, qui lui vraiment, il est prêt à tout pour réussir, et c'est aussi d'ailleurs ce qu'a voulu dénoncer le réalisateur, hein, avec cette espèce de personnage un peu comme ça, hyper libéral et capitaliste, qui est motivé uniquement par l'argent et la réussite, et qui ressemble à un prédateur en fait. Et le réalisateur pose vraiment la question de où est-ce qu'on va si on suit ces valeurs-là au mépris de tout le reste. Et d'ailleurs, Jake Gyllenhaal, j'espère vraiment que je le prononce bien, je crois que c'est pas comme ça, hein, c'est pas grave, voyait vraiment son personnage comme justement une sorte de prédateur, un peu charognard, qui a toujours faim, et c'est pour ça qu'il a décidé de perdre beaucoup de poids pour interpréter le rôle, parce qu'il trouvait que ça collait bien à cette idée. Et puis il y a un dernier personnage que moi j'ai trouvé plus attachant, il y en a quand même un, et très bien interprété.
c'est le personnage de Rick, qui est celui qui va être recruté par Lou pour être son assistant, pour qu'il puisse être plus efficace sur le terrain. Et cette relation va être, particulière, mais elle permet de dénoncer, à mon sens, les dérives qu'il peut y avoir dans les techniques de management plus que douteuses qui peuvent exister parfois. En tout cas, ça va loin et ça permet de nous questionner aussi sur, notre statut de spectateur. Bref, c'est un film très riche, vous l'aurez compris et je trouve que ça peut aussi faire écho quand même à certaines choses en France. Alors, dans une toute autre mesure, hein, parce que, quand même, on n'en est pas là, on n'en est pas là, heureusement quand même en France. Mais quand même, quand on voit le travail de certaines, chaînes d'infos en continu, on peut quand même se poser des questions. Moi, je suis tombée il y a peu de temps sur une ancienne interview d'une journaliste que je ne nommerai pas, qui disait dans un entretien que ce qui comptait pour elle dans une interview, c'était pas tant de déceler la vérité, mais d'avoir un moment. Voilà, c'est comme ça qu'elle appelait ça. Et pas vraiment l'information finalement. Et franchement, je trouve pas ça très rassurant. En tout cas, c'est pas ma vision de ce métier-là. Moi, j'ai toujours eu énormément de respect pour ce métier et en particulier pour le journalisme d'investigation. J'ai même eu un moment envie de faire des études là-dedans et j'avoue que voilà, ça me déprime d'entendre ce genre de choses, mais bon, passons. En tout cas, pour Night Call, le réalisateur en interview dit qu'il a voulu retranscrire la réalité des chaînes d'infos locales américaines, que pour lui, il n'y a pas d'exagération, et qu'il a même tenu à embaucher de vrais présentateurs locaux pour interpréter ceux dans le film. La mise en scène est excellente, on s'ennuie pas. Il y a de la tension, des rebondissements, les scènes sont très réalistes. L'esthétique et la direction photo sont vraiment bien travaillées, surtout l'ambiance de Los Angeles de nuit, parce que l'intrigue se déroule principalement la nuit. Le chef opérateur, c'est Robert Elswit, je crois, qui a beaucoup travaillé avec le réalisateur Paul Thomas Anderson. Et là, on sent qu'il se fait plaisir, quoi. Il retransmet vraiment l'ambiance pesante qu'il y a dans le film. Ça m'a fait un peu penser au film Drive, que j'avais beaucoup aimé sur certains points. Alors évidemment, hein, des mecs qui se baladent à Los Angeles la nuit, en voiture, et la violence, bon, c'est un peu normal. Mais ça reste très différent quand même. Pour un premier film, en tout cas, c'est impressionnant. J'aurais encore plein de choses à en dire, mais je vais m'arrêter là. Un film qui est sombre, hein, vous l'aurez compris, donc je pense que voilà, quand on se marre, c'est parce qu'il y a de l'humour noir et absurde, mais c'est passionnant, c'est prenant, pesant, cynique, et pour moi, c'est un film culte. Donc en tout cas, ce serait dommage de passer à côté à mon avis. Donc je vous le recommande. Pour terminer ce premier bilan culturel sur une note plus légère quand même, je voulais vous recommander un podcast que je trouve bien sympa. C'est Les gens qui doutent, réalisé par l'humoriste Fanny Ruet. Alors je l'ai découverte sur France Inter et je suis tombée après sur son podcast en errant sur YouTube et je l'ai trouvé vraiment pas mal. En fait, elle organise des entretiens avec des artistes, alors principalement des humoristes mais pas que. Et moi j'ai passé un bon moment à écouter ce podcast parce que ça permet d'entendre des parcours de vie différents, mais surtout, et pourquoi je vous le recommande, c'est pour les réflexions sur les rapports au travail, sur le processus créatif d'écriture et surtout évidemment sur le rapport au doute. Waouh, on ne s'y attendait pas. Bref, j'ai trouvé ça enrichissant. J'en ai écouté pas mal, notamment celui avec Thomas VDB, que j'aime bien, parce qu'il est quand même marrant ce gars. Celui de Vizorek, Guillaume Meurice, celui de Morgane Cadignan et Guillermo Guise était intéressant aussi, mais bref, je vais pas tous les citer non plus, il y en a plein d'autres qui sont sympas. Je trouve que c'est très cool de leur donner la parole comme ça, parce qu'en fait, c'est rare les endroits où on peut vraiment entendre des gens parler longuement comme ça. Ça dure environ 1 heure, voire plus d'1 heure et demie pour certains quand même. Et voilà, ça permet de les laisser développer leurs pensées sur des sujets divers et sur la vie en général. Moi, je trouve que c'est toujours enrichissant et que on en retire toujours quelque chose. Et puis, ce qui est cool avec les podcasts, c'est que on peut faire autre chose en même temps. Moi, perso, je fais du ménage, des fois, en même temps. Ça rend ça moins pénible. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà tout ça. Si oui, votre avis m'intéresse beaucoup. Et puis sinon, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie. Je vous mets les liens vers le podcast et vers quelques morceaux de Greta Van Fleet en description pour ceux qui veulent aller découvrir tout ça. Mais franchement, allez-y parce que ce groupe est génial, ça vaut le coup quand même. Et on se retrouve le mois prochain pour une chronique littéraire cette fois. Salut!